J'aurais tant voulu pouvoir immortaliser ces moments inoubliables, arrêter les pendules et me retrouver seul au monde avec elle. Mais hélas, la vie monotone reprenait son cours. Gymnastique, conditionnement physique, piscine, etc. Avant de quitter la Suisse romande, le médecin de Lausanne avait estimé mon séjour en Suisse alémanique entre 2 à 3 semaines. Au total, c'est 6 semaines que j'allais passer à Bellicone. Dès la 4e semaine, le docteur Muesli me considérait suffisamment rétabli pour entreprendre le travail pratique. J'allais donc me présenter vers le chef jardinier du centre afin de savoir dans quel travail je pourrais lui être utile. Dès notre premier contact, nous allions nous rendre compte, tout comme avec Jean-Bernard von Nanten, que nous avions aussi de nombreux points en commun. Il pratiquait comme moi le cyclisme de compétition. Deuxièmement, il avait mon âge. Troisièmement, il était jardinier. Quatrièmement, il avait fait son école de recrue à Drognance dans les cyclistes en même temps que moi, du 10 février au 7 juin 1975. Mon travail allait être semblable à celui que je pratiquais à Yverdon. Entretenir les pelouses, désherber les massifs et tailler les arbustes qui gênaient le passage autour des bâtiments. Un jour, j'allais travailler dans mon vrai métier, le domaine de la plante en pot et de la fleur à couper. Ce jour-là, le chef m'avait désigné pour rester seul à la serre. Mon travail consistait à désherber entre les pensées et les myosotis. Par la suite, je me mis à ébourgeonner les chrysanthèmes. C'est alors que ma privation d'odorat allait me faire prendre conscience des problèmes auxquels cet handicap allait m'exposer. Alors que j'étais entre les chrysanthèmes, sous une sorte d'avant-toit installé avec des châssis, mes yeux se mirent à piquer. Sur le moment, je n'y attachais aucune importance. Je mettais ça sur le compte du soleil qui traversait les châssis et sensibilisait ainsi mes pupilles. Quelques instants plus tard, ce léger picotement s'était amplifié, de telle façon que mes yeux se mirent à couler. Je décidai alors de sortir du dessous de mon avant-toit pour connaître la source réelle de ce problème. J'eus au fait de comprendre, à quelques dizaines de mètres, un des ouvriers qui s'était rendu sur les lieux avait allumé un feu et faisait brûler de grosses branches et des herbes encore vertes. Celles-ci dégageaient une épaisse fumée. Une légère brise l'avait dirigé en ma direction et concentré sous les châssis. Je venais d'avoir la raison pour laquelle mes yeux m'avaient fait savoir leur inconfort. Un fait semblable, mais néanmoins plus dangereux, allait se produire quelques mois plus tard, alors que j'avais recommencé le travail à la ville d'Yverdon. Alors que nous étions affairés à tailler des arbres d'avenue au centre-ville, une tempête de neige nous avait obligés à descendre de nos échelles. De retour à l'établissement, le chef me demandait de me rendre au fond d'une serre afin de diviser des rhizomes de canna. Quelques minutes plus tard, François Pochon et Luc Vincent vinrent me rejoindre. Alors qu'ils entrèrent dans la serre, ils eurent vite fait de constater que cet endroit de travail venait d'être traité avec un produit extrêmement toxique. Ils me conseillèrent de quitter les lieux le plus rapidement possible. Plus qu'un simple problème, je me rendais compte maintenant que cet handicap pouvait même aller jusqu'à mettre ma vie en danger. Sans l'intervention des copains, j'aurais peut-être perdu connaissance et les conséquences auraient pu être tragiques. La Compagnie nationale d'accidents, ayant pris conscience de cet handicap, décida de m'indemniser et me verser mensuellement une somme de 337 francs. Lorsque mon employeur fut mis au courant de cette prime par mon assurance, il allait soustraire le même montant à mon salaire mensuel. Mais trêve d'anticipation. Avant le mois de décembre, d'autres événements allaient survenir. Lors d'une fin de semaine passée à la maison, mes parents me demandèrent si j'accepterais de les accompagner aux îles Canaries pour y passer 2 semaines.
Comme nous avions dû renoncer, tous les trois, à nos vacances respectives, nous jugions bon d'unir nos efforts afin de nous dépayser et ainsi tenter d'oublier les pénibles semaines que nous venions de passer. C'était une façon comme une autre d'effacer les mauvais souvenirs de 1977. Et le lundi suivant, maman prit contact avec une agence de voyage et fit des réservations dans l'un des plus chics hôtels de Playa del Ingles, sur l'île de Grande Canarie. J'en étais à ma 5e semaine passée à Bellicone. Mais il m'en restait encore une avant le grand départ. Et les médecins ne parlaient pas de ma remise en liberté. J'avisais sans attendre mon médecin que notre futur voyage et lui demandais de bien vouloir faire le nécessaire afin qu'il puisse avoir lieu comme prévu le dimanche 23 octobre. À la suite de cette demande, il se renseigna auprès des différentes personnes qui étaient chargées de ma réadaptation pour savoir si mes capacités physiques pouvaient me permettre de quitter le centre. Le lendemain, il m'avisait que je pouvais quitter les lieux le vendredi 21 octobre à 17h. Il me restait un peu plus d'une semaine pour encore améliorer ma condition physique. J'allais en profiter au maximum pour me préparer à ces vacances euro-africaines. Afin de motiver les patients à exiger de leur corps un maximum d'efforts, la SUVA organisait régulièrement une épreuve sportive complète et variée. Lancer de javelot, poids et haltères, natation et vélo stationnaire. Au lancer du javelot, j'allais avoir le meilleur, avec un lancer de 44 mètres. Au poids et haltères, dans la discipline du développé couché, je terminais premier ex aequo, avec un levé de 90 kilos. Comme épreuve d'endurance, on avait à choix la natation ou le vélo stationnaire. Ne sachant que choisir, j'allais participer aux deux épreuves. Pour établir un classement, les organisateurs prirent mon meilleur résultat, qui fut bien entendu le vélo stationnaire. À la natation aussi, j'avais remporté la victoire. Mais comme la distance qui me séparait du deuxième n'était que de quelques secondes, ce fut l'épreuve du vélo qui fut prise en considération. J'avais remporté la victoire et m'étais emparé de la broche de la SUVA, une distinction sportive. Mais mes activités sportives ne se limitaient pas seulement au sport en salle. Le chef jardinier, se rendant chaque jour à son travail avec sa machine, son vélo militaire, je lui avais demandé s'il accepterait de me la prêter afin que je puisse conserver mon coup de pédale. Comme il avait accepté, j'eus l'occasion à plusieurs reprises de parcourir la campagne zurichoise avoisinante. Un certain jour, j'allais même découvrir au fil des kilomètres la ville de Dietikon. Mes parents m'avaient souvent parlé de Dietikon, car c'est dans cette ville que Lucette, l'une des cousines à maman, s'était mariée et avait vécu durant des années, donnant naissance à 3 de mes petites cousines, Janine, Martine et Marie-Josée. De toute évidence, ce centre de réadaptation, en ce qui me concerne, portait bien son nom. J'avais la nette impression que lorsque je quitterais Bellicone, ma condition physique serait améliorée de plus de 50%, comparativement à ce qu'elle était à mon arrivée. Toujours en prévision de mes vacances futures, pour m'habituer à la chaleur, j'avais déjà fait de nombreuses séances de sauna. Dès mon arrivée au centre, j'avais remarqué, au rez-de-chaussée, que figurait sur un tableau le nom « sauna ». Sous cette enseigne, une liste de noms écrite visiblement par des personnes différentes y figurait. M'étant alors renseigné pour connaître la raison de cette liste, on m'avait répondu que si je désirais bénéficier des séances de sauna, il me suffisait d'inscrire mon nom sur le tableau et me présenter le mercredi soir à 6h30 au local de sauna. J'avais bien entendu sauté sur cette aubaine et n'avais pas manqué une occasion pour libérer mes tensions et donner à mon épiderme la possibilité d'obtenir une hygiène totale et complète.
Au cours de chaque hiver, après nos conditionnements physiques à la salle de Claude Desnervaux, nous terminions régulièrement nos entraînements par des séances de sauna. Pourtant, jamais le contraste du chaud au froid n'eût été aussi violent que lors de ces séances à Bellicone. Après avoir passé 15 minutes assis dans le sauna, avec une température variant entre 90 et 96 degrés, je plongeais dans un bassin d'eau dont la température était de 5 à 7 degrés. Après une vingtaine de minutes de récupération dans la salle de relaxation, je soumettais à nouveau mon organisme au même traitement. Puis je recommençais une troisième fois. Après cela, j'avais la nette impression que si j'étais parvenu à supporter 96 degrés durant près d'une heure chaque semaine, je n'avais aucune raison de craindre le soleil et la chaleur des îles Canaries. En quittant Bellicone, j'avais l'impression de m'être enrichi et la vie me paraissait moins noire. J'y avais rencontré des jeunes comme moi qui n'avaient pas eu ma chance. Pour une bêtise d'un soir, une erreur de jeunesse, ils allaient devoir passer le restant de leur vie dans un fauteuil roulant. Un chauffeur de poids lourd qui parcourait l'Europe depuis des années en était réduit à devenir dépendant du bien vouloir de la société. Pour avoir mal estimé l'angle d'un virage, peut-être la seule erreur qu'il ait commise, il était devenu incapable de pouvoir gérer ses propres faits et gestes. Et moi, j'en voulais à mort à un individu pour la simple raison qu'il m'avait fait perdre mes illusions de devenir un jour champion du monde chez les professionnels. Et j'osais en plus me lamenter sur mon sort parce que j'avais perdu l'odorat. C'est vrai que je m'étais enrichi. J'avais même découvert l'amour, même s'il n'avait été qu'éphémère et sans lendemain. Mon cœur m'avait fait comprendre qu'il n'était pas uniquement conçu pour me permettre de dépasser mes limites physiques. Pour la première fois de ma vie, j'avais ressenti une attirance profonde pour une femme. Une attirance qui allait au-delà du désir physique. Jamais je ne pourrai oublier ces moments-là. Le 21 octobre 1977, je quittais Bellicone en tournant le dernier feuillet du calendrier de ma réadaptation au centre de la Suva. J'emportais mon immense panier garni, gagné lors du loto, et en prime, le souvenir de Miss Sourire. Je devais d'ailleurs la revoir une dernière fois en passant devant le bar du centre. Elle y était présente, assise en compagnie de son fiancé qui venait la chercher pour la fin de semaine. Sans aucune gêne ni timidité, j'allais me rendre auprès d'eux pour leur faire mes adieux. Après avoir serré la main d'Alice, en évitant toutefois de n'échanger aucun regard complice, je me tournai vers l'heureux Vénard, dans la peau duquel j'aurais donné cher pour me trouver. Prends soin de mademoiselle Betchard. Elle t'aime, elle t'est fidèle, alors rends-la heureuse, elle le mérite. Même si j'étais tout à fait conscient que cet amour eût été impossible, mon cœur, ce jour-là, était victime d'une blessure dont il ne se remettra jamais. Après mon rêve de sportif, c'étaient mes sentiments amoureux qui venaient de mourir. En écrivant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser à la chanson de Petula Clark, qui présente l'état d'esprit dans lequel je me trouvais à ce moment-là. J'ai le cœur blessé à tout jamais. Il y a de quoi vous rendre fou quand on a tout perdu d'un coup. Cœur blessé, torturé. Cœur blessé, torturé par tout le mal que tu m'as fait. Au fond, c'était perdu d'avance, il ne reste aucune chance. Alors, adieu, moi je m'en vais, j'ai le cœur blessé. Ah,
peine. Je sais quoi qu'il advienne, je ne pourrai plus t'oublier. J'ai le cœur blessé.